Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. La première rencontre du comité de suivi de l'accord de paix a donc fermé ses portes hier. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé au cours de cette 10e rencontre du CSA? Le mécanisme et les modalités de la mise en place des autorités intérimaires, où est-ce qu'on en est? Le mécanisme opérationnel de coordination, le MOC, et cette délicate situation sécuritaire de Kidal. Comment tout cela s'organise? Quels sont les délais pour l'opérationnalisation de tout cela? Peut-on arriver à un compromis sur la gestion de Kidal? Nos invités pour en parler aujourd'hui sont Ibrahim Achanga Maïga, il est du ministère de la Réconciliation, Almou Ag Mohamed de la CMA qui est attendu actuellement dans ce studio, Firoun Maïga, il est de la plateforme et Baba Dakono, il est analyste chercheur. Mercredi 27 juillet 2016, je suis Ousmane Diadje Touré, Salim Djouara est à la technique pour vous. Le grand dialogue. Les travaux de la 10e réunion du comité de suivi de l'accord CSA se sont donc tenus avant-hier et hier dans un climat de méfiance, on va le dire, entre les frères de la CMA et ceux de la plateforme. Les partis ont convenu du démarrage des patrouilles mixtes le 15 août prochain avec un premier bataillon de 600 hommes déployés dans la région de Gao. La réunion de Bamako s'est également penchée sur la situation de Kidal avec la mise en place d'une commission ad hoc. De son côté, la médiation, quant à elle, continue à espérer qu'une résolution rapide et définitive sur la question de Kidal est encore possible. Alors on va adresser cette première question à Firoun Maïga. Comment s'est passé, Firoun Maïga qui est donc la plateforme, comment s'est passée cette première réunion, cette 10e réunion du comité de suivi? Oui, bonsoir aux auditeurs Radio Tamani. Merci beaucoup pour la question. Je sais que tout le monde veut avoir effectivement cette réponse-là. Je vais vous dire seulement que le CSA s'est très bien passé. Les sous-comités ont fait les réunions. Le sous-comité politico-institutionnel, défense, développement et réconciliation. Donc ces PV sont remontés au niveau du CSA et la session s'est tenue dans les conditions comme on le sait. Très bien, on a dit méfiance, oui, pour ceux qui sont au dehors, mais à l'intérieur, bon, je pense que ça a été quelque chose de très partagé. Les questions pertinentes ont été posées, et puis bon, la question essentielle qui concernait Kidal n'a pas fait l'objet de discussion, et ça pour des raisons que vous devrez savoir. Ce n'est pas le moment de pouvoir discuter de qui a fait ça, ainsi de suite. Non, mais alors, est-ce qu'on peut faire économie justement de cette question de Kidal qui est en quelque sorte au centre de la situation sécuritaire de toute une région aujourd'hui? Oui, la question c'était que le CSA puisse se tenir conformément à son calendrier, que les propositions qui sont à l'ordre du jour, qui concernaient effectivement le déroulé en ce qui concerne les autorités intérimaires, le mécanisme opérationnel et les autres questions qui sont liées à ça, soient débattues et traitées. Et en ce moment, je pense qu'à l'écart, les discussions sont obligatoires. La question de la situation de Kidal, il faut parler de cela. Elle va être posée, elle a été déjà posée. Je ne pense pas qu'elle a fait l'objet, simplement, je veux dire, d'une plénière où les gens allaient peut-être débattre de gauche à droite, quoi. C'est ce que je voulais juste dire, mais c'est une question, effectivement, qui ne pouvait pas être occultée. D'accord. Ibrahim Achanga Maïga du ministère de la Réconciliation, cette question qui nous vient de Abdoulaye Bari sur Facebook, il pose la question, où est-ce qu'on en est avec l'application de l'accord de paix aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit historique de l'état des lieux? Moi je dirais la mise en œuvre de l'accord. Et aujourd'hui, l'accord au niveau du gouvernement, en tout cas, nous suivons bien les choses. Et il y a eu beaucoup d'avancées, bien que souvent je reconnais qu'il n'y a pas trop de communication qui font l'objet, mais en ce qui concerne la mise en œuvre, nous continuons. Et c'est comme ça que aujourd'hui, ce qui est beaucoup plus important aujourd'hui, c'est surtout le processus DDR et le cantonnement. Là, je dirais que certains sites peuvent en tout cas être opérationnels aujourd'hui, à l'heure où je vous parle. Et les mouvements signataires de l'accord ont déjà déposé la liste en tout cas de ceux qui doivent faire l'objet de cantonnement.
Alors, il y a une petite confusion quant à la priorité. Qu'est-ce qui doit être fait avant quoi? C'est un processus. Quand on parle de cantonnement, DDR, de mise en place des autorités intérimaires, de l'opérationnalisation du MOC, qu'est-ce qui doit venir avant? Intérimaire et processus de cantonnement n'ont rien à voir. Ça, il faut le comprendre. Aujourd'hui, nous sommes dans un processus pour le cantonnement. Les mouvements signataires doivent déposer la liste de leurs combattants à cantonner. Une fois ces listes déposées, les sites de cantonnement opérationnels, c'est là où il faut faire les visites pour voir quels sont ceux qui sont aptes, où ils seront cantonnés. Et le cantonnement demande à ce que chacun présente son arme ou en tout cas un certain nombre de munitions. Quand ils seront cantonnés, maintenant on verra au cours du cantonnement quels sont ceux qui seront aptes pour aller dans les forces armées et sécurité. Ceux qui ne le seront pas seront versés dans le DDR. C'est ça. D'accord. Donc c'est pourquoi on dit que c'est un processus. Les gens aujourd'hui sont pressés, mais les gens doivent comprendre que c'est un processus qui prendra un peu de temps. Pour rappel, quand il y a eu le pacte national, il a été signé en avril 1992, mais le recrutement et l'intégration n'ont commencé qu'en 1996. D'accord. Donc, comprenez que ça prendra du temps, c'est un processus, il faut beaucoup faire attention et aussi vraiment veiller à beaucoup. Il y a beaucoup de critères sur lesquels il faut veiller. On va revenir vous poser quelques questions tout à l'heure par rapport justement à quand est-ce que la paix va revenir au Mali. En attendant, Baba Dakono, vous êtes analyste chercheur. Est-ce que cette 10e rencontre du CSA va permettre d'avancer plus vite? C'est le plus grand souhait aujourd'hui, parce que vous savez, la plus importante réserve que de nombreux observateurs avaient sur l'accord pour la paix, c'était que le comité de suivi était plus une agence de mise en œuvre qu'un comité qui était chargé du suivi de la mise en œuvre des accords. Donc avec l'évolution des activités de ce comité, on se rend compte que oui, à la lecture de l'accord, on avait cette impression, elle est vraie, on la découvre dans l'accord, mais dans la pratique, c'est peut-être le fait que le comité lui-même n'a pas pris la pleine entière mission de ce qui est attendu d'elle, a fait qu'on n'a pas pu aujourd'hui atteindre les résultats qui étaient attendus d'elle. En plus de la non-effectivité de la compréhension de sa mission d'un point de vue opérationnel et pratique, il y a aussi, c'est pourquoi aujourd'hui il est difficile, quand on dit la compréhension de l'accord pour la paix, ça devient un peu complexe, parce que il est plus aisé aujourd'hui de parler de processus de paix que de l'accord, parce que de nombreux points qui puissent permettre aujourd'hui d'avancer dans le processus de paix se trouvent en dehors de l'accord de paix. Quoi qu'on dise qu'on l'ajoute à l'accord, souvenez-vous, entre le 15 mai et le 20 juin, il y a une partie des groupes armés qui s'est déportée sur l'Algérie et est revenue avec une déclaration qu'elle considère prise en compte pour qu'elle puisse signer le 20 juin finalement l'accord. Après, il y a eu Anefif qui a abouti également. Justement, qu'est-ce qu'il y avait justement dans ces documents-là que tout le monde ne connaît pas? En fait, aujourd'hui, ce sont des documents épars. On a l'impression que face à chaque situation, peut-être manque de prévisibilité, peut-être abandon d'une solution au profit d'une autre, ou peut-être non-inclusivité de tous les points, tous les mots qui avaient été soulevés et qui devraient être discutés au cours de cet accord. De toutes les façons, l'impression est que chaque fois qu'il y a un souci, on le gère. Vous voyez que le comité aujourd'hui soit ramené à discuter d'un problème fondamentalement et qui se trouve le problème de Kidal, que le comité, c'était votre question au départ. Si le comité a pu avancer sur la question de Kidal, ça ne devrait pas, il l'a rappelé, c'était pas l'ordre du jeu du comité. Donc ça encore conforte la pensée qu'aujourd'hui, ils auraient pu aller sur quelque chose, il y aurait un document qui serait encore un additif
au processus de paix. Alors, est-ce que justement cet annexe rajouté à l'accord, on va dire, est en contradiction avec l'accord lui-même? La déclaration de Niamey, en effif, l'entente sur les autorités... vous avez tantôt souligné qu'il y a eu une première signature le 15, ensuite il y a eu un document de rajout. Est-ce que ce document final est en contradiction avec l'accord? Pas en contradiction d'un point de vue essentiel, mais va plus loin que l'accord. Vous savez, l'accord, c'est un peu comme un document cadre, qui ne va pas forcément dans le fond des choses, qui plante. Et je crois que c'est parce qu'au départ, la volonté c'était on va sauver l'essentiel, c'est-à-dire l'intégrité territoriale, la forme républicaine, la laïcité, mais tout le reste, on va le mettre dans un cadre qui va nous permettre, nous, de prendre des mesures, soit législatives, soit réglementaires pour venir. Donc, ça, c'était la vision du gouvernement. Pour l'autre groupe armé qui n'avait pas signé le 15, c'était aussi, bon, écoutez, on va remettre toutes ces questions-là en bonne forme, d'où d'ailleurs beaucoup plus de points sur les questions institutionnelles, notamment de la gestion des collectivités qui sont situées sur la partie malienne, partie géographique malienne aujourd'hui en question pour ce processus de paix. Donc, implicitement, la question des autorités intérimaires et qui aboutit après à l'entente qui avait été signée entre le gouvernement. On va tout à l'heure reparler de cette différence d'entente. Je vous donne la parole dans quelques secondes, le temps de faire réagir Sidi Ibrahim Ould Sidati de la CMA qui est au téléphone. Sidi, est-ce que vous nous recevez? Oui, je vous écoute, je suis à l'écoute. Merci beaucoup pour votre disponibilité pour cette émission. Alors, vous avez bien entendu suivi les travaux de cette 10e session du comité de suivi de l'accord. L'ambiance était comment? Comment est-ce que ces travaux se sont déroulés? Est-ce qu'il y avait une bonne ambiance quand on sait un peu ce qui s'est passé à Kidal entre la CMA et la plateforme? Moi, je pense que l'incident qui est fait à Kidal n'a pas tellement joué le climat d'entente qui était dans la salle, parce qu'on était convenu que cet incident devrait être traité parallèlement aux travaux de l'institution, qui en réalité, dans son programme, dans son emploi d'État ou dans ce point inscrit à l'ordre, cet incident ne figurait pas. Donc moi je pense qu'aujourd'hui les acteurs du processus sont tellement assumés pour comprendre qu'il y a des incidents comme ça, de parcours qui peuvent arriver, mais ils ne sont pas tellement influencés sur les travaux du processus. Et c'est ce qui a prévalu au cours de cette séance du comité de suivi. Alors, est-ce que vous pensez que cette situation, justement, de Kidal va retarder ou ne va pas retarder, l'application du processus de paix aujourd'hui? Je pense que le problème qui est arrivé à Kidal montre toujours, ça nous montre vraiment la nécessité de l'application rapide de l'accord. Parce que quand vous regardez ce qui est arrivé, c'est parce qu'il y a une lenteur dans l'application de l'accord. Si on avait appliqué rapidement l'accord, je pense que la solution serait trouvée. Parce que même quand vous regardez la déclaration de Niamey, elle veut être un acte qui est fait avant la mise à mesure de sécurité intérieure. Donc c'est comme si ça montre qu'en réalité, les autorités intérimaires régleraient les problèmes de Kidal. Merci, on revient vers vous tout à l'heure pour d'autres questions. D'ici là, on va donner la parole à Firmaga. Firmaga, est-ce qu'on est dans les délais impartis? Est-ce que le calendrier aujourd'hui pour l'application de l'accord est respecté? Les Maliens ont l'impression qu'on est en retard. Je ne sais pas s'il y a impatience de la part des différentes communautés qui subissent aussi l'applicabilité de l'accord traîne par rapport à X ou Y facteurs. Oui, moi je voulais juste que l'on comprenne quand même. Hein. On a négocié un accord, ça a pris ce que ça peut prendre comme temps, on l'a signé et maintenant on est dans la phase de mise en œuvre. Je pense que dans toute négociation, ce n'est pas le premier deadline qui est la signature, qui est la finalité de l'action. Elle n'est que le début du commencement.
Donc il faut que les Maliens intègrent que l'accord a été signé, certes, mais l'accord n'a pas résolu à Alger l'ensemble des problèmes. C'est dans la mise en œuvre que les vrais problèmes vont se soulever et c'est dans la mise en œuvre qu'il faut essayer de les contenir et de les encadrer. Je pense que c'est ça. Deuxièmement, l'accord a connu une certaine lenteur compte tenu d'un certain nombre de facteurs qu'il faut intégrer obligatoirement. D'abord le calendrier. Le calendrier ne pouvait pas être tenu à l'époque parce que les conditions de la mise en œuvre même de l'accord n'étaient pas en place. Le CSA n'était pas en place, les structures comme les 4 commissions n'ont pas été mises en place, le gouvernement lui-même venait juste de prendre acte de cela et de pouvoir passer à des missions de sensibilisation pour comprendre le bien fondé de l'accord, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, là, les gens se sont pressés, il y a l'attente, il y a tout ça, bon, on comprend ça. Mais en matière de négociation, il faut savoir aussi jouer sur le temps pour mieux amener les gens à voir la réalité des choses. À côté de cela, nous avons aussi des problèmes qui sont externes à l'accord, qui gangrènent aussi la mise en œuvre rapide de l'accord. Ce sont les questions de sécurité. Puisque les mouvements ont signé leur accord, ils ont scellé et ils ont accepté de poser les armes en attendant le processus, le cantonnement. Et le cantonnement tel qu'il le dit, c'est un processus, je suis bien d'accord avec lui, mais à ce stade, quelque chose est venu se greffer, puisque dans l'accord, il a été écrit la mise en œuvre des autorités intérimaires qui est un pan transitoire par rapport à la mise en œuvre de l'accord et qui donne un délai. Après ce délai, il y aura des élections qui vont être organisées de manière transparente. Donc, c'est ces autorités-là qui vont mettre en place. L'État a ses responsabilités sur un point comme l'a dit mon collègue. On va revenir justement pour parler des responsabilités tout Maintenant, à l'heure dans le deuxième volet. Je vous coupe la parole. Quelques secondes de pause, nous reviendrons continuer cette émission. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Merci de rester connecté avec nous. Vous suivez le grand dialogue du Studio Tamani. Nous parlons de la 10e rencontre du comité de suivi sous fond de tension, on va le dire, même si les uns et les autres ont dit qu'il n'y avait quand même pas de tension. On va essayer de comprendre un peu comment ça a fonctionné et qu'est-ce qui va se faire pour l'opérationnalisation rapide, j'y arrive, de la mise en œuvre de l'accord de paix. Ibrahim Machanga, vous aviez demandé la parole. Firoun, je vous redonne la parole tout à l'heure. Et Maïga pour un autre Maïga. Alors, vous aviez demandé la parole tout à l'heure. Je vous laisse réagir avant de vous poser une autre question. Bien, rapidement. Moi, je dirais tout simplement qu'il faut comprendre que ce que le collègue disait, il faut le situer dans son cadre. L'accord, on a bien dit, accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Donc le mot pour là est très important. Ce n'est pas un accord d'emblée qui a été écrit et qui doit être mis en œuvre en tant que tel. C'est seulement des lignes directrices sur lesquelles on s'est mis d'accord et dire aux Maliens, allez-y faire votre accord entre vous. D'accord, mais est-ce qu'il y a un blocage quelconque du point de vue économique? Est-ce qu'on a l'argent nécessaire pour mettre en œuvre l'accord? Firoun a tantôt parlé de questions sécuritaires. Qu'est-ce qui ralentit aujourd'hui la mise en œuvre de cet accord-là? Sa mise en œuvre, c'est surtout, je dirais, d'ordre d'abord institutionnel, ensuite même de compréhension des choses des uns et des autres. Institutionnel parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de réformes à faire. Et les dossiers sont préparés ou en train d'être préparés. Donc je reconnais qu'à ce niveau, il y a quand même un certain retard. Ensuite, les problèmes de compréhension. Aujourd'hui, nos camarades, nos interlocuteurs, est-ce que nous avons la même compréhension des choses? Je parle surtout de nos camarades de la SEMA. Est-ce que le langage, c'est le même langage qui est tenu par-ci, par-là? Alors on va en profiter pour poser la question à Sidi Ibrahim Ould Sidati de la CMA. Sidi Ibrahim Ould Sidati, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous écoute. Alors parfait, vous avez entendu la question de Ibrahim Machanga Maïga du ministère de la Réconciliation. Est-ce que la lecture que aujourd'hui les groupes armés font de l'accord est la même que le gouvernement?
Est-ce que vous vous accordez sur le contenu de l'accord? Je pense que M. Mega a répondu à sa propre question en disant que nous avons fait signer un accord pour la paix. Donc cela veut dire que tout est à discuter entre Maliens. Donc cette discussion, c'est ce qui a prévalu dans la mise en place de l'autorité intérimaire. On a pris du temps, on a discuté, on a échangé, mais on a fini par sortir un document consensuel sur lequel les parties maliennes se sont comprises. Donc je pense que de dire que chacun a une lecture effectivement de ce qu'il pense, mais finalement dans la discussion et dans les choses, c'est que les gens peuvent trouver la solution. Et le principe c'est quoi? C'est qu'on est convenu, malgré nos différences, malgré nos points de vue différents, c'est qu'on a accepté, ça fait une année d'aller vers toujours un consensus, et c'est comme ça a toujours été réussi grâce au savoir, et ainsi de suite, ou à la compréhension des uns et des autres. Alors moi je vais vous poser à présent cette question qui nous vient de Mohamedou Diawaras, qui l'a posté sur Twitter pour vous. Alors il demande, est-ce que Kidal va redevenir malien? Alors moi je dirais que Kidal est déjà malien, mais est-ce que l'État central va pouvoir être redéployé à Kidal incessamment? Je n'ai pas de doute par rapport à ça. Donc je pense que l'application rapide de l'accord, quand je disais tout de suite, c'est qu'en réalité, qu'est-ce que les autorités intérimaires font? Les autorités intérimaires, d'abord, ont prédit le retour de l'État central à travers les autorités, les représentations de l'État et tout ça. Et ça se confie dans le chronogramme de l'accord, dans le chronogramme des autorités intérimaires. Alors, ce sera pour quand actuel alors? Mais il y a un chronogramme qui a été fait, c'est défini. On avait prévu, on commence par Tombouctou, on passe par Gao, on vient à Kidal et puis on finit par Menaka. Le problème, c'est au niveau des derniers événements de Gao, ont montré que les populations ont besoin de beaucoup d'explications. Et actuellement, on est en train de mettre sur place gouvernement, les partis signataires et tout le monde, les députés, l'Assemblée, le Haut Conseil d'activité, tout le monde. On veut maintenant essayer d'expliquer l'entente à tous les Maliens, pas seulement au niveau des régions du Nord, mais on veut envoyer une mission à Taï, à Ségou, au niveau de toutes les régions, pour que les Maliens apprécient l'entente, que les gens comprennent que l'entente, c'est pas comme d'autres le disent, que c'est une division du pays, et ainsi de suite, que les gens s'approprient, que les gens le comprennent, parce que beaucoup de situations, les gens gèrent des rumeurs, il y a des situations qui, en réalité, cherchent à déstabiliser le pays. Alors qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas besoin de ces actes, ils ont beaucoup plus de cohésion et de lire dans le sens positif. Ce n'est pas de lire de faire ça dans un sens négatif. Merci Oulsidati, on revient vers vous tout à l'heure pour d'autres questions. Baba Dakono, vous êtes analyste chercheur. On entend parler de MOC, on entend parler de DDR accéléré. Qu'est-ce que c'est que tout ça, le DDR accéléré surtout? Et qu'est-ce qui doit venir avant l'autre? Ouais, justement, c'est une très belle question et c'est là où je voulais en venir. Rassurer M. Meiga du ministère qu'on est sur la même longueur d'onde sur le fait que la compréhension c'est que c'est un accord pour la paix. Mais c'est un accord pour la paix, cela n'exclut pas le débat sur le fait qu'aujourd'hui, je crois que même l'autre jour, un observateur le faisait rappeler, trop d'accords tue l'accord. Il y a tellement d'ententes aujourd'hui périphériques, tellement d'accords périphériques, qu'on en vient même à oublier l'essence qui a fondé tout ça. Il vient de dire tout de suite, celui qui est joint au téléphone, que les Maliens ne comprennent pas l'accord. Justement, la question des autorités intérimaires n'est pas traitée comme il est pensé dans sa mise en œuvre dans l'accord. Il y a une partie dans l'entente, il y a une autre partie dans la loi sur la mise en œuvre de l'accord. Donc, il est important aujourd'hui que le processus, comme il a dit, c'est un processus sur son cours et qu'on reste dans le cadre qui avait été défini. L'accord, il a dit, pour la paix, ça définit un cadre, ça définit un schéma. Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans ce schéma-là? On est dans ce schéma plus ou moins avec beaucoup d'autres schémas périphériques. Et c'est ce que j'ai dit, je le rappelle, je reviens encore là-dessus. On a l'impression qu'on est passé, M. Mega Firoun l'a dit tout à l'heure, c'est que c'est dans la mise en œuvre on découvre beaucoup de choses. Et ça, c'est très très dangereux
d'un point de vue destination, là où on va, d'un point de vue objectif. Il y a eu 6 mois, sinon plus de 6 mois de discussion, il y a eu des tractations au-delà, et il y a eu une fondation à cet accord qui prévoyait, qui avait balisé les dispositions dans lesquelles on devrait aller vers des discussions. Et à chaque fois, on le rappelle, beaucoup de nombreuses questions. Ce qui s'est passé à Gao, il n'est pas exclu que ça se passe dans d'autres pays, parce que beaucoup de questions qui sont soulevées, qui ont été soulevées à l'issue de ce conflit, sont des questions d'ordre national qui méritaient des discussions nationales et des mesures nationales. Vous voyez le problème des autorités intérimaires. Sur certains points, ça amène une mise en œuvre dans certaines localités qui ne comprennent pas pourquoi, parce qu'ils ne se disent de ne pas être concernés par la question directement. Donc il était important que tout ça soit mis dans un cadre et qu'on ait vraiment une ligne sur laquelle on peut réfléchir sur ce processus de paix. C'est pourquoi je reviens sur l'expression processus de paix, parce qu'aujourd'hui, l'accord pour la paix ne permet pas de comprendre aujourd'hui à lui seul la situation dans laquelle on se trouve. Je reviens à votre question qui était plus technique sur ce qu'on fait avant quoi. Alors, il est très important dans le processus actuel aujourd'hui de déterminer, même si c'est un processus, on ne peut pas faire tout en même temps et il est très important de prioriser les choses. Vous avez posé une très belle question. À quand le retour de l'administration malienne? Il y a des préalables à ça. Le processus de désarmement, tant qu'il n'est pas effectif, la mise en œuvre de certaines dispositions ne pourra l'être. Peut-être on va revenir sur la question de Kidal. Aujourd'hui, le sentiment, c'est que beaucoup de conflits aujourd'hui qui sont des conflits, on est désolé de le rappeler, qui entraînent des morts d'hommes, sont peut-être dus au fait qu'on veut prévenir une situation de mise en œuvre. Par exemple, pour les autorités intérimaires, on veut se prévaloir d'une certaine position sur le terrain, justement pour cette question d'autorité intérimaire. Donc, ce qu'il y a aujourd'hui, quand on commençait le processus de discussion et de négociation pour aboutir à l'accord pour la paix, rapidement, n'est pas nouveau. Ce sont des questions qui existaient. Il était important de les prendre tout en compte et de mettre le processus qui permette une mise en œuvre sans entorche. Même si entorche il y a, qu'elle soit réduite à sa plus minimale expression. Merci. Firoun Maïga, alors de la plateforme, dites-moi, le forum d'entente nationale qui est quand même prévu par l'accord, est-ce que n'aurait pas pu permettre justement d'accorder les violons des uns et des autres, qu'on se comprenne sur toutes les questions fondamentales, notion Azawad, unité du pays, laïcité du pays? Est-ce que ce forum d'entente nationale n'était pas le plus urgent? Oui, je vous dis encore, l'accord le prévoit. Le forum d'entente nationale va avoir lieu. Les dispositions sont prises techniquement pour essayer de voir quelle est sa mise en œuvre. Des questions autour de cette entente-là, de ce forum. Est-ce que ce n'était pas un préalable qui s'imposait? Non, ce n'était pas un préalable. Moi, je voulais juste que les gens se comprennent. Il y a une démarche technique qui répond effectivement d'un certain nombre d'outils qu'il faut mettre en place pour que la chose telle qu'on l'a conçue puisse être visible et lisible. Voilà, nous sommes à ce stade. Quand vous parlez par exemple de DDR, le DDR, effectivement, il y a des standards internationaux qui existent sur la communauté internationale. Aujourd'hui, on parle de DDR accéléré. Oui, le DDR accéléré, en réalité, c'est ce que je veux vous dire. Le DDR accéléré est différent du DDR réel. Pourquoi? Parce que quand il y a eu cet accord, cette entente entre le gouvernement et les mouvements pour la mise en place des autorités intérimaires, la question était comment est-ce qu'il fallait les sécuriser. D'où l'idée du mécanisme opérationnel. Des missions ont été données pour réfléchir comment le mécanisme opérationnel peut être élargi pour sécuriser les autorités intérimaires. Voilà une nouvelle donne qui n'était pas prévue au départ. Puisque l'administration, vous allez mettre une autorité dans une région d'État-Unis, il n'y a pas l'administration, il n'y a pas l'armée, il n'y a rien. Alors comment ils vont travailler? Quels sont les outils qu'on va mettre en place là-bas pour leur permettre d'être opérationnels? Et est-ce que l'armée va être? Techniquement, est-ce que ce sont les hommes du MOC oui. Donc un mélange de FAMA, de groupes armés, plateforme et CMA ensemble, qui MINUSMA, Barkhane vont faire partie du MOC également? Voilà. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Le problème, c'est qu'il a été demandé, tel qu'on le dit, des éléments de la CMA et de la plateforme plus l'armée, ce qu'on a dit un bataillon de 600 hommes pour la région d'abord de Gao,
Mais pour ce qui concerne les mouvements, il faut obligatoirement que leur statut soit défini. Et pourquoi essentiellement on commence par la région de Gao? Pourquoi ne pas commencer par la région de Kidal qui est aujourd'hui la plus sensible? Oui, la priorité de cette question dépend simplement de son mode d'organisation. Là où ces mouvements peuvent être opérationnels, comment les ramener, les former, les donner les moyens avant de se projeter sur les deux autres régions, il fallait quand même un endroit plus stable. Et Gao était prédisposé parce que des instruments, des outils étaient déjà en place. Maintenant, ces éléments vont bénéficier d'un DDR accéléré, ça veut dire un profilage, les connaître, nom, prénom, ainsi de suite, connaître leur âge, leur profil, leur santé, parce qu'on ne peut pas prendre n'importe qui dans cette opération. Et une fois qu'ils sont retenus, la DDR accélérée veut dire simplement qu'une commission d'intégration, telle que l'accord le dit, reçoit les dossiers de ces gens et les accepte en tant qu'éléments qui peuvent faire partie du MOC. Ils sont mis à la disposition du MOC, y compris le contingent militaire. Et le MOC est très autonome parce qu'elle est sous la responsabilité de la CTS. Et c'est ce groupe militaire, mouvement aussi bien que gouvernement, qui vont être redéployés pour ces missions. Maintenant, il y a des questions d'intendance et des questions. Ce qui a été prévu pour Gao, c'était à peu près une 50aine de véhicules, plus les éléments que l'État doit faire. Alors, vous comprenez 50 véhicules. Sur les 50 véhicules, qui est 30 véhicules, on les met sur les 3 régions, alors quelle va être l'efficacité? Donc il faut partir d'un point et faire une projection pour les autres régions. Ce n'est que ça. Merci. Quelques secondes de pause, nous reviendrons continuer cette émission. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Merci de rester avec nous. Nous parlons justement de cette 10e rencontre du comité de suivi de l'accord d'Alger. Alors, Ibrahim Achanga Maïga du ministère de la Réconciliation, est-ce qu'il n'y a pas un autre préalable qui serait justement de sensibiliser ces combattants qui vont travailler ensemble? On sait que ce sont des gens qui se sont affrontés hier et qui doivent aujourd'hui travailler ensemble. Est-ce qu'il ne faut pas justement faire une énorme campagne de sensibilisation pour éviter un peu des chocs entre justement plateforme CMA, FAMA, etc. Ce sont des hommes en armes qui doivent travailler ensemble. Il va de soi, et je crois que ça a déjà commencé. Aujourd'hui, on ne rentre pas dans le fond des choses, mais quand on regarde sur le terrain, ces patrouilles mixtes, telles que Firoun l'a dit, déjà il y a des embryons. Parce qu'il faut créer la confiance entre ces différents groupes. Il y a déjà des embryons aujourd'hui. Et je vous assure que il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui sur le terrain qui permettent en tout cas d'espérer. Et pour rebondir sur la question que vous lui avez posée pour Gao, parce que Gao est beaucoup plus aujourd'hui stable que les autres régions. Vous le reconnaissez même, Tombouctou, et Kidal n'en parlons pas. Donc il faut aller par étapes. Et c'est dans ce cadre aujourd'hui, vraiment, en tout cas, il n'y a pas de problème. Et déjà, certaines patrouilles qui se font déjà au niveau des groupes armés, ça se fait. Et vraiment, la confiance commence à s'instaurer au niveau de ces groupes et de l'armée. Donc nous, sur ce plan, nous n'avons pas trop d'inquiétude. Merci. Sidi Ibrahim Ould Sidati de la CMA. Alors, comment est-ce qu'on peut garantir la libre circulation sur l'ensemble du territoire aujourd'hui? Et est-ce que le drapeau malien, on peut affirmer que le drapeau du Mali flotte à Kidal? Parce qu'après la signature de l'accord, il y a une reconnaissance quand même de l'intégrité territoriale. Toutes les régions, toutes ces régions dont on parle font partie aujourd'hui du Mali. Est-ce qu'on peut dire que le drapeau malien flotte à Kidal aujourd'hui? Moi, ce que je préfère vraiment dire, c'est que par rapport aux autorités internationales, le problème que nous avons, par exemple, à Kidal, actuellement, c'est un problème, si vous voulez, de gestion des autorités entre les communautés elles-mêmes qui veulent avoir la direction de l'Assemblée régionale de Kidal. Mais ce n'est pas un soulèvement, les gens ne sont pas contre l'arrivée du gouvernement ni de l'État. Donc c'est des gens qui cherchent des prédispositions par rapport à la gestion. Donc je vois que les gens font la nuance. Donc ça veut dire que ce n'est pas une remise en cause de l'arrivée des autorités, de l'arrivée de l'administration, ce n'est pas ça, mais plutôt une disposition des gens pour pouvoir maintenant gérer l'autorité intérimaire.
Voilà un peu ce que je veux que les gens comprennent, qu'en réalité, le problème qui est à Kidal n'est pas une mise en cause des autorités intérimaires ou une mise en cause de l'arrivée de l'autorité ainsi de suite. L'accord prévoit l'arrivée des autorités intérimaires, le retour de l'administration dans un cadre organisé et fait à travers un accord. La SEMA l'a signé, le gouvernement l'a signé et on est engagé dans cette procédure. On est engagé pour arriver à l'exécution complète de cette situation. Par rapport maintenant, c'est une donne qui est sans retour. Donc par rapport maintenant à Gao, je pense que le MOC, qui est le mécanisme opérationnel de coordination, qui est en réalité une patrouille, qui a un commandement, un état-major, qui va essayer de ramener la confiance à travers des patrouilles de sécurisation entre les trois parties signataires. Le siège est à Kidal, le MOC est basé à Kidal, et la première mission du MOC qu'a effectuée déjà depuis en 2015, qui est parti jusqu'à la frontière de l'Algérie. Ils ont amené du matériel qui a été donné par les autorités algériennes. Donc la première mission, ces patrouilles sont partis, ils sont revenus, ils se sont installés à Gao. Donc ça veut dire qu'actuellement à Gao, il y a tout le système du MOC qui est là-bas. Donc ça veut dire que Gao vit même sa position de siège du MOC a été la première situation où on peut vraiment constituer une base des patrouilles sur lesquelles maintenant on est en train de travailler et qui, pour nous, d'ici le 15 août, Inch'Allah, tout sera maintenant fin prêt pour une opérationnalisation de la première patrouille qui va sécuriser les autorités intérimaires, au moins sur la région de Gao. D'accord. L'autre question que vous avez posée. Voilà. Est-ce que le drapeau malien flotte à Kidal aujourd'hui ? Même si les mouvements ont accepté justement l'intégrité territoriale aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le drapeau malien flotte à Kidal aujourd'hui? Le drapeau du Mali flotte à travers une autorité. Jusqu'à présent, il n'y a pas le gouvernorat, le gouverneur n'est pas là. Elle va flotter où? Il faut qu'elle flotte dans un bâtiment administratif. Elle se bloque quand il y a la représentativité de l'État. Donc tant que les autorités ne sont pas revenues, tant que le gouverneur n'est pas revenu, tant que l'administration n'est pas revenue, tant que les symboles étatiques de souveraineté ne sont pas là, le trésor, ainsi de suite, il y a l'armée, tout ceci, tant qu'ils ne sont pas là, il va faire flotter le drapeau où? Le drapeau flotte sur des bâtiments publics. Et aujourd'hui, qu'il soit habité à Kidal, il n'y a aucune administration publique. Donc il ne peut pas avoir un drapeau qui est comme ça. Mais le retour de ceci va amener le drapeau au niveau de Kidal. Dès que le gouverneur sera installé, dès que les patrouilles vont arriver, dès que l'Assemblée régionale sera installée, c'est sûr que le drapeau du Mali va flotter à Kidal, comme c'est toute l'étendue du territoire. Merci. Donc, quant à l'autre que vous avez posé, l'entente, le forum de l'entente. Rapidement, oui. Rapidement. Donc moi je dis que si, moi je pense que c'est le contraire. Il ne faut pas précipiter ce forum dans lequel on va discuter. Il faut donner vraiment aux Maliens le temps d'avoir de confiance pour pouvoir discuter certaines choses. Donc il y a des discussions qu'on ne peut pas commencer depuis le début. Il faut une cohésion sociale, il faut une stabilité, il faut un début de gestion pour qu'en réalité, cette question complique l'Azawad, comment on va devenir, il faut créer un climat social qui permet de débattre toutes les questions. Et généralement, quand il n'y a pas un climat social qui te permet de discuter sur certains points, il n'est pas opportun de poser des problèmes qui peuvent diviser les gens dans tout le début de l'exécution de l'accord. Merci. Alors, Baba Dakono, on reçoit une autre question d'un internaute. Très rapidement, en 2 mots. Sur la conférence nationale, c'est le ministère de la Réconciliation nationale qui est chargé de l'organisation de cette conférence nationale. Nous sommes en train de préparer cette... Est-ce qu'on a un calendrier? On sait quand est-ce que ça va se faire? On a un calendrier et la conférence, pour le moment, nous prévoyons l'organiser en décembre ou janvier 2017. Et après la conférence, ça va aboutir sur l'élaboration d'une charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Dans plus d'une année. Ceci étant dit, Baba Dakono, on reçoit justement une question de Lassine Diakité, qui est un des internautes qui nous suit sur Facebook et Twitter également. Il demande, au lieu des autorités intérimaires, pourquoi ne pas tenir des élections communales partielles en toute démocratie dans les zones dites occupées?
Ça va amener encore l'éternelle question de qu'est-ce qu'on fait avant quoi. Tout de suite, il disait, est-ce que il sera plus judicieux, celui qui est au téléphone, que l'on organise cette conférence après l'établissement de base de confiance. Justement, il y a deux écoles pour d'autres observateurs. Cette conférence d'entente permet une appropriation nationale, donc d'aplanir certaines appréhensions et d'augmenter justement les questions de confiance. Donc on revient encore une fois à cette question. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, il y a une quasi-impossibilité d'organiser des élections dans plusieurs localités qui sont concernées par la question de ces autorités intérimaires. Sans dire que c'est juste ou pas juste, quand même, il faut qu'on se dise, il est établi qu'il est difficile d'organiser des élections dans ces localités. C'est deux choses. Soit on veut que le processus prenne le temps que ça doit prendre, on se donne le temps et les moyens de le faire, donc de pouvoir à travers une administration, une sécurisation, ensuite réunir les conditions pour organiser ces élections, ou on choisit la méthode qui a été choisie par le gouvernement, c'est-à-dire on met en place ces autorités intérimaires dans les localités où il est impossible de faire autrement et on essaie de ramener une certaine forme de stabilité pour ramener une forme démocratique. Mais dans tous les États, c'est encore une fois, je reviens sur le fait que le conflit et la crise de 2012 a soulevé beaucoup de questions nationales qui méritent une plus de réflexion, que ce soit des élections ou des autorités intérimaires. Tant que le fait politique reste dominé aujourd'hui par la puissance d'argent et qu'il y a une collision aujourd'hui entre puissance armée, réseaux criminels, réseaux de trafic qui influent sur le processus politique et donc sur le processus électoral, on n'aura pas tiré tous les enseignements de la crise de 2012 et les solutions qui sont envisagées seront des solutions intermédiaires. Merci. On va aller du côté de Firoun Maïga de la plateforme. Firoun Maïga, dites-moi, beaucoup de choses ont été dites ici, mais ce qui intéresse surtout les populations, quand est-ce que ces populations-là pourront avoir la paix? Oui, d'abord, il y a 3 questions ont été posées qui ont soulevé des interrogations. Sidat vient de le dire, c'est-à-dire que la communication, la stratégie de communication du gouvernement et des mouvements en direction des populations pour les rassurer. N'oubliez pas les événements de Gao. Les événements de Gao sont très importants à analyser actuellement dans la mise en œuvre des autorités intérimaires. Vous avez un courant qu'on appelle Gao Lama international de la diaspora associé à des jeunes qui, à l'époque, avec l'État malien, ont conclu un certain pacte pour pouvoir stabiliser, qui aujourd'hui se sont trouvés en dehors. Et du coup, nous avons une remise en cause totale de l'accord et des autorités intérimaires et qu'aujourd'hui, les populations refusent totalement ce genre de communication parce qu'ils sont réfractaires à ça. C'est une question qu'il faut intégrer dans le processus et je sais que c'est un courant qui est aujourd'hui soutenu et accompagné. Il ne faut pas l'occulter. Deuxièmement, nous avons, comme il le dit, des questions qui sont en dehors du processus, mais qui impactent dessus. Alors, les populations, c'est vrai, sont dans une situation, les populations ont besoin de sécurité, de quiétude et d'assurance. Les populations du Nord ont besoin de se retrouver dans un État souverain, indépendant, où flotte le drapeau national du Mali et où ils peuvent vaguer à leurs affaires et aujourd'hui se faire des projections. Bon, la question se pose. Reste très peu de temps. Allez-y. Oui, la question se pose aujourd'hui qu'avec ces missions de sensibilisation, s'il y a des compromis au consensus autour de la communication qui va être élaborée pour amener les populations à comprendre, oui, mais sinon, il y a prudence. Il y a prudence à ce que l'on comprenne qu'il ne suffirait pas de faire des missions, mais il faut avoir l'adhésion des populations, que ce soit de Gao, de Tombouctou ou de Kidal. Merci. Ibrahim Achanga Maïga du ministère de la Réconciliation. Qu'est-ce que vous répondez aux populations qui sont en manque criant de paix et de sécurité aujourd'hui? En 2 mots. En 2 mots, ce que nous leur dirons tout simplement, c'est que vraiment qu'ils aient confiance à leurs autorités et que les autorités savent très bien que pour gouverner, il faut des populations et que l'État fera tout pour en tout cas ramener la paix et les sécuriser comme ça se doit. Merci. Ould Sidati, vous êtes encore avec nous? Oui, je suis à l'écoute. Alors, plateforme CMA, tous ces groupes-là ont été créés pour la défense des intérêts des populations et des populations aujourd'hui qui ne connaissent pas encore cette paix-là. À quand est-ce qu'il y aura une paix définitive au Mali? Quand? En 2 mots, on a presque fini.
Je pense que c'est une question qui est un peu difficile à répondre. Parce que, en fait, quand vous regardez ce qui est autour de vous et les conditions dans lesquelles se trouve le monde aujourd'hui, c'est difficile de répondre à votre question pour avoir la paix. C'est vraiment un paramètre qui est beaucoup à dire. Mais les gens essaient de faire ce qu'on peut pour qu'on avance vers la paix. Sinon, en réalité, il est vraiment très difficile de pouvoir maintenant parler de la paix. Et ce n'est pas seulement au Mali, c'est partout autour de vous. Il faut que les gens s'habituent aussi à cette situation dans laquelle le monde aujourd'hui c'est de vivre vraiment dans ces conditions dans lesquelles il faut vraiment essayer de chercher la paix. Mais vous voyez, c'est pas facile vraiment de dire que il y aura une paix ou bien les gens veulent revenir au Mali d'avant. Les choses ont changé, il faut que les gens comprennent que le monde évolue. Et ce qui était dans les merci, je suis désolé de vous arrêter. Nous sommes au terme de cette émission. Merci à vous, chers auditeurs, de l'avoir suivi. Merci à nos invités d'avoir partagé leur expertise avec nous. Ayouba Sow a réalisé cette émission. La technique a été assurée par Salim Djouara. Peting Diarra est à la régie vidéo. Je suis Ousmane Diadje Touré. Merci, à demain pour une autre émission. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.